Et peut-être même, peut-être que la ligne est suivie d'un point. Donc peut-être comme un point d'exclamation ou comme un I. En tout cas, encore une fois, comme je vais essayer de le dire, un signe, mais un signe qui fait signe, qui ne signifie pas. Donc un signe, disons un signe d'exclamation, d'interrogation, de... Alors comme si on pouvait dire, c'est quoi le visage? C'est quoi là? Pour une fois, oui, c'est un visage. Il a des yeux, un nez, une bouche, on reconnaît. En même temps, très sombre, il sort pas beaucoup de la toile. Et en général, là, je crois que chez Tapiès, ça sort pas beaucoup. Par exemple, c'est pour ça que je parlais de coulure plutôt que de couleur. C'est pas suffisant comme mot, mais bon, oui, ça sort pas beaucoup parce que en même temps, c'est toute l'épaisseur qui vient. Donc là, c'est comme si le visage qui d'abord pour nous est essentiellement, parce que sans épaisseur, le visage c'est toujours pour nous une épiphanie. C'est un, voilà, les yeux voient, et la bouche va parler. Et là, au contraire, ce visage, il est tout enfoncé dans la surface. Et, bon. Peut-être, je dirais, je prendrai une formule dans le texte d'Alex Garcia Duttman que je lisais très vite avant de commencer parce que Alex m'a donné ce texte sur Tapiès récemment. Et il parle là-dedans de... Enfin, il a une formule, que comme s'il avait voulu s'enterrer à la surface. Et bien, c'est ça, s'enterrer à la surface, c'est-à-dire s'enfoncer et en même temps faire voir cet enfoncement. Alors ça, c'est un premier visage. L'autre visage, c'est celui qui correspond au dessin qui s'appelle retrait. Et alors, c'est là que j'ai dit qu'il se conforme... Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il se conforme complètement aux lois du genre, du portrait, c'est-à-dire, évidemment, je dis ça de manière très allusive, je ne sais pas si je vais retrouver... Non, je ne retrouve pas, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Mais oui, je crois qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que je voulais dire que la loi du genre du portrait, c'est que le portrait saisit le visage dans un rapport toujours avec l'infini. Enfin, ou bien le regard d'un n'importe quel portrait dans l'histoire de la peinture, ou bien il regarde en lui-même, ou bien il regarde n'importe où, ou bien il vous regarde, mais comme j'essaye de vous regarder là, dans les yeux, bon, c'est-à-dire c'est un regard qui va nulle part, qui plonge dans le regard de l'autre. Bon, et donc, à la limite, le portrait ne regarde pas. Et bien là, le portrait de Tapiès, il ne regarde pas, il y a la courbe d'une paupière avec les cils. Donc le portrait là, ouvertement, clairement, ça veut dire les yeux fermés. Et en même temps, c'est tout le visage de ce portrait disparaît. Non, il est à peine tracé, il est à peine... il est évidemment surtout pas identifiable. Donc c'est évidemment, il y a toute une réflexion de Tapiès sur que veut dire portrait, etc. Et je pense que, d'une part, à l'intérieur des choix de l'exposition, mais même si je ne me trompe pas trop, j'ai l'impression sur l'ensemble de l'œuvre de Tapiès, on va de toute façon pas trouver beaucoup de visages. C'est-à-dire qu'on va justement pas trouver beaucoup
de présentation du regard, tourné, mais au contraire, beaucoup de manières matérielles, dans l'épaisseur, et aussi dans la multiplication apparemment désordonnée des signes, beaucoup de manières de tirer le regard. Beaucoup de peintures projettent, pas un regard, mais projettent une lumière, si on veut, vers le spectateur. Et là, c'est plutôt on tire le regard pour le faire rentrer. Peut-être lui aussi pour l'enterrer à la surface. Est-ce qu'on fait ça? Moi, je voudrais bien si vous pourriez parler un peu plus de ce sens qui se fait sentir, qui est une expression que j'ai beaucoup aimée et qui est très difficile à en parler parce que c'est précisément le sens qui ne parle pas, qui est en-delà et en deçà des mots, comme vous avez dit. Oui, mais ça, c'est Aristote, avant ta pièce. Je peux dire, oui, alors, si ça vous frappe, le sens qui se fait sentir, c'est parce que vous pensez à sens, au sens intelligible du mot. Hein, oui. Mais, alors là, c'est Hegel, cette fois, c'est plus Aristote, parce qu'Aristote n'avait pas cette ressource à sa disposition, mais pensez plutôt au plaisir de Hegel qui dit « Notre langue a la grande chance », il parle de l'allemand, mais c'est pareil en français, c'est pareil en espagnol, c'est pareil en catalan, je pense. Et je trouve que c'est pareil en allemand, c'est plutôt un cas rare, où l'allemand, là, est en fait latin, où le même mot, c'est ça que salue Hegel, le même mot désigne le sens intelligible et le sens sensible. Bon. Mais ce qui fait la jouissance dialectique de Hegel, en fait, je crois, nous pouvons et nous devons le comprendre d'une autre manière que dialectique. C'est que le sens, derrière lequel nous entendons signification, oui, quelque chose comme intelligibilité. Si ça a du sens, c'est que c'est compréhensible. Hein. Et le sens est toujours quelque chose qui se fait sentir. Je ne sais pas ce que c'est qu'un sens qui serait insensible, c'est-à-dire qui serait purement intelligible. Si, par exemple, justement, qu'est-ce qui fait ta pièce quand il met un peu des chiffres et des sortes comme des calculs, quelquefois, une sorte de parodie d'algèbre, peut-être sur un des dessins au moins. Peut-être qu'il joue avec ça aussi. Qu'il joue avec l'idée que là où il y a apparemment de la pure intelligibilité, de la pure abstraction, de la